Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes sur Géopolitique Profonde, c'est le live de Géopolitique Profonde, c'est le jeudi soir, 19h. On est tous les jeudis soirs, d'ailleurs, 3-4 fois par semaine en live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Live. Alors aujourd'hui, cet excellentissime livre de Martine Donnette et Claudio, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec évidemment la complicité des élus et de l'administration. Alors, l'objectif de Géopolitique Profonde, c'est aussi de vous parler de ces affaires dont personne ne parle, dont aucun média ne parle. Et nous allons mettre le doigt dessus. Alors, 418 milliards, c'est quand même 40 réformes des retraites. 418 milliards qu'évidemment, le grand public, que la France et ses habitants ne perçoivent pas. Nous allons parler aujourd'hui. Bonsoir, chère Martine, cher Claude et cher Patrick. Comment allez-vous d'abord, Martine et Claude? Eh ben, très bien, et on vous remercie de nous recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Salut, cher Patrick. Patrick, vous le connaissez, hein. C'est l'éditeur de cet excellentissime livre, le patron de Talma Édition. Je l'ai eu pour Faina, je l'ai aussi pour Christelle Néant. Voilà, vous le connaissez très bien. Dites-moi, chers Martine et Claude, vous êtes commerçants et pourquoi avoir écrit ce livre? Eh bien, pourquoi on a écrit ce livre? Parce que tous les deux, on est deux petits commerçants qui avons été ruinés par la grande distribution et surtout par Carrefour à Vitrolles, lorsqu'en 1988, eh bien, ils ont étendu leur surface de vente, c'est-à-dire 14 000 mètres carrés de surface de bâti d'un bâtiment existant et 7 000 mètres carrés de surface de vente sans aucune autorisation administrative commerciale. Alors, vous étiez commerçant dans quoi exactement? Alors moi, j'étais commerçante fil d'art, j'habitais Paris. Hein. Je suis descendue dans les Bouches-du-Rhône en 1985. Et là, j'ai été complètement, spoliée, pas spoliée, mais j'ai été trahie, ils m'ont trahi mon consentement, c'est-à-dire que j'ai le franchiseur fil d'art qui, lui, avait tout intérêt à ce que je signe l'achat du fonds de commerce, et Carrefour qui m'a signé un bail sur un magasin dont il savait pertinemment, et le franchiseur et le bailleur, que le magasin allait disparaître au moment des travaux d'extension. Donc là, ils m'ont trahi puisqu'ils ne m'ont absolument pas prévenu de ce problème. Quant à Claude, ben lui, c'est une histoire de magouille de chèques sur deux baux commerciaux, sur deux magasins, pour lequel Carrefour lui avait signé deux baux commerciaux. Donc Carrefour a fait des falsifications quand il a remis des chèques. Donc ces chèques ont disparu de sa comptabilité. Il s'en est suivi qu'il a été complètement ruiné par Carrefour. Enfin, je vous explique pas toutes les méandres. Et à un moment donné, ben Carrefour, quand il s'est rendu compte que nous on essayait de diffuser ces mensonges, eh ben ils ont essayé de se rapprocher auprès de Claude pour essayer de réparer leur faute. Mais comme Claude avait découvert leur fraude, eh ben, il a refusé d'être acheté pour justement couvrir leur fraude. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à découvrir l'urbanisme commercial. Donc, on a cherché comment c'était possible de construire 14 000 mètres carrés sans aucune autorisation. Et de fil en aiguille, eh ben, on s'est aperçu qu'on était sur un gros scandale de corruption de l'urbanisme commercial. Oui, parce que vous écrivez 418 milliards
de fraude. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, oh là là, monsieur Borowski, comme d'habitude, vous exagérez. Là, vous exagérez pas pour le coup. C'est vraiment 418 milliards. Et tiens, comment vous trouvez aussi ce chiffre? Alors, 418 milliards, il faut savoir d'abord que c'est de la concurrence déloyale. Hein. C'est des surfaces illicites, c'est de la concurrence déloyale. Et là, il y avait des amendes qui étaient chiffrées dans la loi, puisque la loi prévoyait 1500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Donc, nous, la méthode, c'était on va chercher dans les mairies ou dans les préfectures les décisions d'origine. Et après, on constate sur place, on fait des contrôles, on constate sur place s'il y a des dépassements. Et alors, il suffit de calculer le nombre de mètres carrés de dépassements qui n'ont pas eu d'autorisation et de faire le calcul. C'est pour ça qu'on arrive à des sommes, d'importantes sommes. Je précise que c'est que pour la région PACA, les 400 millions. C'est que la région PACA, imaginez, tout le reste. Mais du coup, là, vous avez fait un vrai travail d'enquête, c'est-à-dire que vous êtes allé dans les mairies, comme vous l'avez dit, vous avez cherché chaque métrage. C'est un travail de titan que vous avez fait. Ah, ça fait presque 30 ans qu'on a fait ce travail. C'est-à-dire que comme la grande distribution redépose des dossiers pour demander soit des extensions, soit des créations ou autres, eh bien, on récupère ces dossiers. Et lorsqu'il y a une demande d'extension, ben, c'est simple, il suffit d'aller chercher les autorisations d'origine et de faire les contrôles. Et donc, nous, étant donné qu'on a été victime de ce système, ben, on sait très bien comment ils procèdent. Hein. Ils procèdent, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple, ils ont une autorisation de 2000 mètres carrés, ils vont en faire 4000, donc sans aucune autorisation. Et après, ils vont demander une extension. Donc, c'est au moment de l'extension, on commence par vérifier si les surfaces qu'ils exploitent sont déjà des surfaces autorisées. Et c'est là qu'on se rend compte que la moitié des surfaces ne sont pas autorisées. Alors, dis-moi, cher Patrick, quand est-ce que tu as reçu le manuscrit de ce bouquin et qu'est-ce qui t'a intéressé justement de publier avec ta maison d'édition ce livre? Alors en fait, l'histoire, il n'y avait pas de manuscrit. Martine avait déjà publié un livre qui s'appelle Seul face aux géants, il y a quelques années, qui n'avait débouché sur rien. C'est-à-dire que cette immense fraude sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir et même d'approfondir lors de ton émission, en fait, ça n'avait débouché sur rien. C'est-à-dire que Claude et Martine crient dans le désert, alors que ce sont des sommes colossales et que ça a des conséquences sur la société également très importantes, ça nous y reviendra un peu plus tard. Et donc, nous étions rencontrés, je pense, en 2018 au Salon des lanceurs d'alerte et je leur ai proposé effectivement d'écrire un nouveau livre, c'est-à-dire que le premier n'ayant pas marché, peut-être que le deuxième aurait un peu plus de succès parce que de toute façon, on ne pouvait pas laisser prospérer cette fraude. Et donc, Claude et Martine ne se sentaient pas d'écrire eux-mêmes le livre. Alors, j'ai cherché un journaliste ou une journaliste capable, qui a envie de l'écrire. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis à un moment, il s'est avéré que en plus, je connaissais bien le dossier parce que je l'avais creusé, puisque comme tu le sais, nous en avons déjà parlé, mais je ne publie pas un sujet, surtout de cette importance, sans avoir creusé de mon côté. Et finalement, il apparaissait logique que je l'écrive, mais en sachant que effectivement, l'immense travail de fourmi, de connaissances, c'est Claude et Martine qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés au fin fond d'archives départementales ou autres, municipales, pour découvrir des documents qui, soi-disant, n'existaient pas, ou on y reviendra sur justement les mensonges des préfets, de l'administration. Et donc, en fait, voilà pourquoi je trouvais qu'en fait, c'est un problème de société majeur, complètement ignoré des Français,
D'ailleurs, moi, franchement, avant de rencontrer Claude et Martine, je n'avais absolument pas connaissance de ce sujet. Et on sent bien que les médias n'ont pas très envie d'y aller. Ils ont eu quelques beaux articles, mais en général, ça ne va pas plus loin parce que déjà, les centrales sont des annonceurs. Donc, est-ce qu'une radio peut se priver des recettes de Leclerc, Carrefour et compagnie? C'est une vraie question. Et donc, en fait, je disais, il crie dans le désert alors qu'il y a un problème majeur qui, d'ailleurs, pourrait être une solution à d'autres problèmes comme celui des retraites. Mais ça, j'anticipe un peu, nous y reviendrons. Mais, chère Martine et cher Claude, 418 milliards dans le PACA, j'imagine dans l'Île-de-France, dans l'Est, dans le Nord, j'imagine qu'on peut rajouter les 400 milliards ailleurs. Et ça devient des sommes faramineuses. C'est plusieurs fois même le PIB de la France. Nous pourrions prendre un exemple. Prenons l'exemple, je trouve un des plus parlants, c'est l'exemple de la jardinerie. Martine ou Claude, je vous laisse l'exposer. La jardinerie de Carrefour, évidemment, allez-y, expliquez ce cas. Et tu verras, donc Mike, on a à peu près 2 millions d'euros d'amende par jour qui auraient dû être perçus. Donc, à partir du moment où le préfet ne va pas chercher les amendes, elles continuent d'augmenter. Et 2 millions par jour fois 365 jours, multiplié par 10 ans, 20 ans ou 30 ans, ça donne des résultats astronomiques. Mais prenons effectivement cet exemple de la jardinerie de Carrefour qui va édifier nos auditeurs, nos spectateurs. Donc du coup, allez-y, expliquez-nous cette jardinerie de Carrefour. Voilà. Alors, la jardinerie de Carrefour a été implantée en 1975, alors que la loi existait déjà sur les demandes d'autorisation. Donc, en 1975, Carrefour construit sa jardinerie et en 1980, il veut la déplacer sur son parking. Donc, à ce moment-là, il va aller chercher la régularisation auprès des services de la préfecture et auprès de la commission. Donc, dans la commission, c'est des élus. Donc, il va aller chercher l'autorisation et là, les membres de l'autorisation refusent la régularisation. Parce que là, on est encore, si vous voulez, où les élus ont encore de la morale et il y avait la chambre de commerce, la chambre de métier, et ils ont dit, mais non, on ne peut pas régulariser. Ça voudrait dire qu'il existe une loi et on passe outre et après, on revient, on demande une autorisation. Donc là, la jardinerie a été totalement refusée. Mais quand nous avons demandé le contrôle du centre commercial de Carrefour en 1995, eh bien, tous les services de la préfecture, que ce soit la répression des fraudes, que ce soit le préfet ou autre, ont considéré que la jardinerie était une surface licite. Ce qui fait qu'à aucun moment, c'est-à-dire au moment où elle a été construite dans l'illégalité, au moment où elle a été refusée, au moment où il y a eu le contrôle de la répression des fraudes, personne n'a bougé, tout le monde a laissé faire cette surface illicite. Et aujourd'hui, elle est toujours ouverte au public. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une décision de la préfecture qui interdit cette jardinerie. Carrefour va passer outre. Ils vont la déplacer, ils vont l'ouvrir comme si une décision du préfet n'avait aucune importance. Et c'est là où c'est incroyable, c'est-à-dire que Claude et Martine l'ont signalé au préfet, vous savez, de la préfecture, qu'il y avait une fraude manifeste, puisque là, en plus, il y avait déjà eu un refus, puisqu'ils étaient dans l'illégalité depuis longtemps. Donc, non seulement le préfet n'a pas fait fermer cette jardinerie, ce qu'il aurait dû faire, et en plus, la loi l'obligeait à aller chercher des amendes. Claude et Martine avaient fait le calcul. À 1500, la jardinerie faisait fait, puisqu'elle elle existe toujours, 1600 mètres carrés, à 1500 € par jour. Donc 1600 par 1500, ça fait à peu près 2500, ça fait à peu près 2 500 000 € par jour d'amende. Et Carrefour n'a jamais eu la moindre intention de fermer sa jardinerie, parce qu'il manifestement, il savait qu'il ne serait jamais poursuivi par la préfecture. Alors, on va commencer par le début. Dites-moi, chère Martine et Claude,
quel est l'historique voilà, de cette grande distribution voilà. Comment est née la grande distribution déjà en France? Parce que vous en parlez dans le livre. Mais, vous voulez repartir du départ de la… Voilà, on va aller dans le début pour que les gens comprennent. Et comme ça, on va faire un petit historique. Voilà. Donc, on est quelques années après la guerre. Hein, il faut revenir, on est en 1969, alors que la France est complètement, il n'y a plus de commerce, enfin, c'est complètement dégradé depuis 1950. Donc, on a bien vu qu'il a fallu recréer du commerce, recréer des pôles commerciaux. Et il y a eu un emballement de la grande distribution à déposer des permis de construire et aménager ces centres commerciaux. Et il y avait déjà une contestation des commerçants et des artisans. Commerciaux, l'invention du centre commercial, est-ce qu'elle est française? Parce que beaucoup pensent qu'elle est française, ou est-ce que ça vient d'ailleurs peut-être? Ça vient d'Amérique, hein, mais là, ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de la création de la grande distribution au tout début des années, ce n'étaient pas des centres commerciaux comme aujourd'hui, on voit des 60 000 mètres carrés ou autres. C'était des surfaces de 1000 mètres carrés. Mais à côté d'un petit épicier de 30 mètres carrés ou de 40 mètres carrés, automatiquement, on avait l'impression que c'était des grandes surfaces. Donc, dès qu'ils ont commencé à installer toutes ces surfaces de 1000 mètres carrés, et après, il y en a eu de plus importantes, il y a eu il y a eu des contestations et des manifestations chez les commerçants et les artisans. À l'époque, c'était Nicou, et qui a imposé qu'il y ait une loi. Et cette loi, elle était très précise, puisqu'elle faisait des équilibres, c'est qu'elle disait, voilà, un hypermarché ou un supermarché peut s'implanter, mais à condition qu'à côté, il fasse une galerie marchande réservée aux commerçants. Donc, ça permettait… Est-ce que c'était comme dans le film des Charlots, où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Galabru qui avait son épicerie, et s'implante une grande surface, et la grande surface, en gros, demande à l'ensemble des commerçants du village de venir, d'être employés, en gros, de la grande surface. Oui. Alors ça, non, vous parlez que les commerçants seraient employés dans la grande distribution. Non, Oui, moi, je parle pas de ça. Je parle qu'ils étaient obligés de construire des galeries marchandes pour que les commerçants viennent s'implanter aussi dans le nouveau centre commercial. Voilà. Mais ça, c'était le départ. Lorsque les commerçants s'implantaient, il restait les indépendants. Voilà, tout à fait. C'était ça la base de la loi en 1969. Si on lit tous les rapports de la constitution de la loi, c'était ça, c'est de respecter les équilibres et que les commerçants aient leur mot à dire. Voilà. Donc là, on est en 1969 et là, c'était pour les centres commerciaux de 10 000 mètres carrés. Donc, il fallait pour les 10 000 mètres carrés. Et après, en 1969, il y a eu la création des commissions d'implantation pour avoir une autorisation administrative commerciale à partir de 3000 mètres carrés. Et ça, on est en 1969. Arrive encore, alors après, c'est l'expansion à tout va de la grande distribution. Et là, le législateur a dit non, on va encore redescendre le seuil à 1000 mètres carrés. Et c'est là, cette autorisation de 1000 mètres carrés a perduré jusqu'en 1996, avant l'arrivée des hard discount. Donc, il y avait déjà, la loi a été créée en 1969, les commissions étaient créées en 1969, et ça perdure jusqu'à aujourd'hui, en 2023, où ce sont toujours les commissions qui délivrent des autorisations. Mais ce qui a changé, c'est qu'en 2008, avec M. Sarkozy, il a modifié la composition des commissions départementales et maintenant, aujourd'hui, ce ne sont que des élus qui décident. Depuis 2008… Avant, qui décidait avant? Alors avant, il y avait la chambre de commerce
il y avait la chambre de métier et il y avait les associations de consommateurs. Donc, il y avait ces trois-là et des élus. Donc, il y avait 24 personnes. Après, on est redescendu à une dizaine de personnes. Et au fur et à mesure, on voit bien qu'il y a la modification de la composition de la commission, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les commerçants n'ont plus un mot à dire sur les implantations. En fait, ce qui est étonnant, c'est que dès 1973, enfin le début des années 70, le législateur constate une anarchie dans le développement des centres commerciaux et des hypermarchés. Ils se rendent compte déjà en 1973 que ça va vider les villes de leur commerce, puisque de toute façon, quand un Carrefour ou un Leclerc ou un Auchan s'implante, le boulanger, le boucher du centre-ville est menacé, parce qu'en plus, vu leur puissance, ils peuvent très bien faire des prix d'appel sur le pain ou sur la viande, et le boucher ou le boulanger n'y résistera pas. Et donc déjà, au début des années 70, le législateur constate qu'il y a une situation qui risque d'être préjudiciable à l'ensemble finalement de la société, parce que ça veut dire qu'il faudra aller en périphérie faire ses courses, il n'y aura plus de magasins en centre-ville, ça détruit de la richesse, parce que quand on a en centre-ville des lieux qui sont inoccupés, on le voit bien, avec des affiches à louer, à vendre, etc., c'est pas propice à une vie sociale. Donc en fait, ça fait plus de 50 ans que le législateur a pris conscience du danger que représentait le pouvoir de la grande distribution sur l'ensemble de la société, y compris les fournisseurs. Et malgré cette conscience, le législateur a continué à baisser le métrage, pour le coup, passant de 10 000 à 1000 mètres carrés. Oui. Donc, du coup, c'est limite des décisions criminelles. Non, c'est le contraire. Alors, non, c'est le contraire. C'est-à-dire que justement, avant, tu pouvais ouvrir ton hypermarché. Par exemple, tu pouvais ouvrir un grand supermarché de 3000 m² sans avoir à demander d'autorisation. Et donc, justement, pour éviter que s'ouvrent partout des supermarchés, des hypermarchés qui en plus vont se faire concurrence, donc ça va être catastrophique, il baisse le seuil à partir duquel il faut demander une autorisation. Ah, d'accord. Okay. Tu vois, c'est exactement Donc, en fait, si par exemple, Mike, tu veux ouvrir ton supermarché et que tu prévois plus de 1000 m², tu es obligé de demander une autorisation administrative qui va être donnée par une commission départementale. Est-ce que c'est dans le cadre de la loi LME? Non, on était d'abord dans la loi Royer. C'est la loi Royer. Alors allez-y, expliquez-nous un peu la loi Royer. Alors, la loi Royer permettait, d'abord c'était une loi constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle respectait les droits fondamentaux des commerçants, des artisans, la liberté d'entreprise et la liberté de s'implanter. Donc, c'était une loi constitutionnelle. Et dans cette loi, ils ont mis des critères qui permettaient de préserver les équilibres. Enfin, au fur et à mesure, hein, ça n'a pas été comme ça au départ. C'est-à-dire, quand vous parlez d'équilibre, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que, par exemple, pour 1000 habitants, on savait que pour 1000 habitants, il fallait, non, c'était 10 000, pour 10 000 habitants, il fallait 300 m² de grande surface. Donc, ça permettait, la grande distribution ne pouvait pas dépasser les critères d'équipement commercial. On respectait les équilibres. Et c'est le même critère pour les employés. C'est-à-dire, quand on demandait une autorisation, il y avait la direction départementale de l'emploi qui faisait le calcul entre les emplois qui allaient être créés et les emplois qui allaient disparaître dans l'implantation. Mais ils se sont vite rendus compte que c'était de la supercherie, parce que de toute manière, il y a des députés qui l'ont clairement défini, hein. C'est-à-dire qu'un supermarché, un hypermarché, quand il crée 200 emplois, c'est 700 emplois qui disparaissent dans le commerce de proximité. Enfin, il n'y a pas que les emplois du commerce de proximité, il y a aussi les petits producteurs, les petites industries qui, elles, ne sont pas référencées dans les hypermarchés. Donc, on est passé de 200 emplois créés dans la grande distribution sans contrôler qu'à côté, on allait détruire 700 emplois
dans les commerces de centre-ville, dans tous les commerces de proximité et dans la petite industrie et les petits producteurs aussi. Et bah oui, justement, j'allais vous poser la question, ça touche les petits producteurs, mais je voulais savoir, est-ce que la France, par rapport au reste des pays européens, est énormément pourvue de cette grande distribution? Et sommes-nous plus pourvus de grande distribution que les autres, que nos voisins? Ah ben, on est les champions, hein. Je crois qu'on est les champions du monde du nombre de mètres carrés par rapport au nombre d'habitants. Aujourd'hui, chaque habitant, puisqu'il y a plus de 70 millions de mètres carrés de grande surface, on est 66 millions d'habitants, c'est-à-dire on a chacun 1 mètre carré de grande surface. Donc on a largement dépassé. Et c'est pour ça que dans d'autres pays, le commerce se porte bien, puisqu'ils ont su faire respecter les équilibres. Mais comment Mais ils nous, font ailleurs, justement? Eh ben, ailleurs, ils respectent les lois d'abord, chose qui ne se fait absolument pas en France. Il y a des lois. En fait, ça veut dire, excusez-moi de vous couper, ça veut dire que, parce que moi j'imagine que Carrefour, Leclerc, etc., doivent faire du chantage à l'emploi, j'imagine, auprès des pouvoirs publics. Bien Et sûr. donc ça signifie que l'ailleurs, ce chantage à l'emploi ne marche pas de la part des grandes surfaces étrangères sur les pouvoirs publics étrangers. Non, parce que il faut revenir aussi à à l'implantation. C'est pour ça, si on ne s'occupe pas de l'implantation, vous avez dans les plans locaux d'urbanisme, vous avez les zones à respecter pour le commerce. Vous avez un schéma de cohérence territoriale où on doit aussi respecter les plans, tous ces plans. Mais en France, les élus locaux ne respectent pas ces règles. Donc, mais alors qu'à l'étranger, on respecte les règles. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a eu des procédures où on a bien vu qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en périphérie les commerces de proximité de première nécessité en centre-ville. Ils ne mettent à l'extérieur que des produits où il faut prendre vraiment sa voiture, mais pour acheter des choses importantes, comme la literie, les banquettes, l'électroménager ou autre. Et ils ont su préserver à l'intérieur des villes le commerce de proximité. Ils l'ont mis dans leur réglementation locale. Alors qu'en France, cette réglementation locale, on l'a constaté, elle est violée. Nous, ça fait 30 ans, pardon, qu'on fait l'association. Ça fait 30 ans qu'on dénonce qu'ils s'implantent sur des zones inconstructibles. Ils vont aller s'implanter sur des... C'est-à-dire des zones où il pourrait y avoir inondation, des choses comme ça? Ah ouais. C'est des zones où ils n'ont pas le droit de s'implanter, mais ils vont quand même s'implanter. Donc, je vais reprendre parce que... Allez-y. Oui. Donc, alors, ils s'implantent sur des zones agricoles. C'est des zones, par exemple, comme à Gonesse, hein, ce sont des zones maraîchères qui ont nourri la population de Paris pendant des siècles et aujourd'hui, on veut les bétonner. Et ce sont des terres tellement fertiles qu'elles arrivent à donner 3 cultures, 3 récoltes par an, tellement elles sont riches. C'est des terres qui sont très riches. Mais ça fait rien. On bétonne quand même. On bétonne quand même. Les élus ne protègent pas les terres. On ne protège pas les terres nourricières. C'est ça le plus important. Mais ensuite, on a des cas aussi excuse-moi Martine, mais on a des cas tu posais la question, on a des cas par exemple où ils ont construit des hypermarchés sur des zones inondables avec la crue. Oui, j'y viens. Vas-y, pardon. Vas-y Martine. Allez-y. Prends un cas effectivement. Voilà, je décline. Voilà. Après, vous avez des zones humides. C'est-à-dire que c'est pareil pour la culture. Vous avez les nappes phréatiques qui sont en dessous à 60 cm. C'est-à-dire que dès demain, s'ils bétonnaient ces terres, automatiquement, la pollution des voitures, le goudron et tout, irait dans la nappe phréatique qui arrose les cultures. Et alors ça, nous avons réussi à faire annuler 2 projets sur une zone humide. Et en plus, il y avait 30% qui étaient en zone Natura 2000.
Mais ce qui est dingue, Mais c'est que ils ont vous dites- donné les autorisations. Il faut savoir qu'ils ont Mais- donné les autorisations. Il faut aller Ce en qui est dingue- procédure pour annuler ces autorisations. Ce qui est dingue avec ce que vous dites, c'est que, rappelez-vous, il y a 15 jours, M. Macron nous explique que nous manquons d'eau. Nous manquons d'eau, nous allons avoir des restrictions, évidemment. Et là, on apprend aujourd'hui que l'on construit sur des nappes phréatiques. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ce qui est le mieux, c'est que la population tout autour puise l'eau des puits pour leur consommation personnelle. C'est le cas de Grance d'ailleurs. C'est le cas de Grance. Après, vous avez des zones inondables. Alors là, les zones inondables, on en a vu. Donc, par exemple, vous avez à Saint-Privé-Saint-Mesmin qui est dans le Loiret. On est à la confluence de la Loire et du Loiret, donc c'est-à-dire une zone qui est submergée. Enfin, il y a de la submersion d'eau, des aléas jusqu'à 7 mètres de hauteur d'eau quand il y a les crues, pas les crues torrentielles, parce qu'on est en France, on est comme au milieu de la France, mais quand c'est complètement inondé. Et on est dans des zones aussi où il y a des marais salants, où il y a des effondrements. Ben, ça ne les empêche pas. Le sable mouvant, oui. Enfin, Des sables mouvants, voilà. Excusez-moi. Où il y a des sables mouvants, où il y a des effondrements. On a l'autoroute qui est à côté de Saint-Privé-Saint-Mesmin. Il y a eu un effondrement de 7 mètres en plein milieu de l'autoroute. Et dans la zone, il y a une maison qui s'est enfoncée dans le sable. Vous avez des maisons qui s'enfoncent carrément dans le sable. Mais alors, du coup, les autorisations, est-ce qu'elles sont données parce que, allez, osons le mot, parce qu'il y a corruption? Ah ben, alors, de toute manière, on ne peut pas parler de corruption financière. Ils ne nous appellent pas hein, quand ils sont. Non, mais c'est pas transportés. On ne parle pas de corruption financière. Nous, ce qu'on parle, c'est une corruption parce que tout est fait pour favoriser des implantations là où elles ne doivent pas l'être. Il est là le problème. Donc là, c'était le cas. Après, vous avez Leclerc-Marignane. Alors, Leclerc-Marignane, il y a 3 zones. Il y a une zone rouge. Alors, c'est pareil, là, c'est 7 mètres de hauteur. Alors là, on est dans les crues torrentielles. C'est-à-dire que demain, l'eau, elle emporte tout. Les gens, ils sont obligés de monter sur les voitures. C'est incroyable. C'est des seaux d'eau qui tombent. Hein. Donc là, dans la zone rouge, ils ont réussi à obtenir quand même la station-service. Le préfet a délivré un refus d'autorisation. Il a fait un arrêté pour la station-service. Eh bien, la station-service est toujours ouverte. Voilà, ça se passe comme ça. Et il y a des En maisons plus, nous, quand on a porté plainte devant le procureur, et pendant qu'on a porté plainte, le maire a déplacé la zone du plan du PLU pour ne pas punir la société Leclerc qu'il avait fait. Donc le maire, si vous voulez, il donne l'autorisation, il sait qu'il est en train de violer son PLU, et après, il magouille les plans pour que quand il est devant le procureur, il ne soit pas poursuivi. Après, vous avez les zones à risque. Alors, les zones à risque, c'est ce qu'on a dit. Par exemple, les zones où il y a des effondrements, et là, c'est vraiment catastrophique. Mais vous avez aussi, ils donnent des autorisations à côté des établissements complètement dangereux, à côté des zones Céveso, où il y a des explosions. Eh bien, ils donnent quand même des autorisations. Vous avez la DDE qui dit qu'on est dans une zone à risque grave. Le dossier est enregistré par le préfet et tous les élus en commission, ils vont donner leur accord. Scandaleux. Après, vous avez aussi, on est toujours sur les zones inconstructibles. Hein. Après, on est sur le domaine public. Le domaine public est inaliénable. Eh bien, ils arrivent quand même alors, les halles sont sur le domaine public. Hein. C'est les communes qui gèrent les halles, les bâtiments des halles. Eh bien, ils déclassent les halles pour mettre un centre Leclerc, par exemple, un centre culturel Leclerc. Et une fois que nous, on va engager la procédure ou autre, eh bien, le maire fait le déclassement des halles pour le mettre en secteur privé.
Alors que c'était l'inverse. Le procureur aurait dû sanctionner les élus d'avoir délivré une autorisation sur le domaine public. Mais non, tout marche à l'inverse. On voit bien que tout est pour faciliter. C'est pour faciliter et surtout pour ne pas punir les fraudeurs. Voilà, on est dans ce système-là aujourd'hui. Mais d'ailleurs, alors ça, c'était sur les zones inconstructibles. Hein. Mike, tu parlais de corruption. Claude et Martine ont un cas. On ne citera pas le nom de la commune parce que c'est en procédure actuellement. La commune avait un terrain qui était, de par la loi, qui devait être utilisé pour construire du logement social. Parce que tu sais, il y a une loi qui oblige effectivement une partie de logement social, de mixité sociale dans les communes. La loi SRU. Voilà. Ah ben, bravo. Et donc, en fait, que décide le conseil municipal? De ne pas construire de logement social à cet endroit et de céder le terrain à un hard discounter. Peu importe son nom, de toute façon, c'est le même fonctionnement partout. À ce moment-là, le service des domaines évalue le terrain à 1 million d'euros. Bon. Et de façon surprenante, la mairie va le vendre à ce hard discounter 500 000 euros, c'est-à-dire la moitié du prix. Et dans le même temps, ils vont contracter un emprunt de 500 000 euros auprès des banques. Donc, tu parlais de corruption, ça pose quand même question. Pourquoi déjà on supprime du logement social, ça veut dire qu'ils vont payer une amende. Deuxièmement, les domaines évaluent ce terrain à 1 million d'euros, mais il est vendu à ce hard discounter à 500 000 euros, donc à moitié prix. Et la commune qui a besoin d'argent va emprunter les 500 000 euros qui manquent auprès des banques au taux fort. Là, évidemment, on n'accusera pas de corruption, mais comment peut-on prendre une décision qui, à tout le moins, est contraire aux intérêts des habitants de cette commune? Moi, je remarque, je vais vous dire, chers amis, c'est que dans tous les domaines et dans toutes les strates de la société, en tout cas administrative, État, commune, etc., il y a ce type de décision. Oui, c'est généralisé. Oui, c'est généralisé. Et le pire, c'est qu'ils sont soutenus par la communauté de communes, parce que la communauté de communes pourrait mettre aussi son veto, et elle redonne aussi des subventions à la mairie qui n'a pas respecté la loi. Donc, si vous voulez, ils se tiennent tous. Hein. Ils se tiennent tous. La communauté de communes du Pays d'Arles a redonné des subventions à la mairie. Dans ce dossier, des contribuables, hein, évidemment. Ah ben, mais ça ne leur sort pas de la poche à eux. Hein. Celui qui paie, c'est toujours le contribuable. Et l'association Toute Franchise pour faire cette Allez-y, cher Claude. Oui. Alors, dans ce dossier, Xavier Stéphane Espic, que vous devez connaître, est venu nous aider et Martine a fait une émission avec lui. La maire, suite à ça, on a dénoncé évidemment ce que. Pas trop de noms, parce que là. Stéphane Espic, il n'y a pas de problème. Oui. Quand on a fait cette émission, la maire a porté plainte contre nous. Et à terme de tout ça, on a apporté tous les documents et nous avons eu un non-lieu. Ça, le procureur n'a pas été au bout non plus. Voilà. Effectivement, la maire les a poursuivis pour diffamation. Voilà. Et donc, en toute franchise, c'est évidemment défendu, mais en toute franchise, Claude et Martine, quand ils étudient un dossier, ils ont tout. Sinon, ils n'y vont pas. Parce que déjà, on en parlera, c'est déjà difficile, c'est vraiment la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Eh bien, là, le procureur n'a pas eu d'autre décision à prendre que le non-lieu, parce qu'effectivement, incontestablement, il y avait, allez, on va pas employer le mot fraude, mais il n'y avait pas diffamation. Ce que Claude et Martine ont annoncé, ils ont pu le prouver. Et c'est comme ça dans tous les dossiers. Enfin, moi, quand nous avons travaillé sur le livre, j'ai vérifié tous les dossiers. D'ailleurs, chez eux, je vais pas dire que ce sont des kilomètres d'archives, mais ils ont des dossiers sur des hypermarchés qui font plus d'1 mètre de hauteur. Alors, je vais lire un extrait du livre. Emmanuel Macron, le nouvel ami des gros. Point d'interrogation. Le futur président devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en août 2014. Dans la continuité de son rôle au sein de la commission Attali,
Il porte la loi numéro machin du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Ça aussi, on n'en parle pas de cette loi Macron, fameuse loi Macron, qui a imposé de force au moyen de l'article 49.3 de la Constitution. Donc voilà, déjà à l'époque, 49.3, ils connaissaient, hein, on va dire. Compte tenu de ces aspects controversés sur la réforme du travail le dimanche, la justice prud'homale ou les règles des licenciements collectifs, y est glissée une petite modification concernant l'article L425-4 du Code de l'urbanisme qui dispose jusqu'alors dans son dernier alinéa le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d'exploitation commerciale est incessible et intransmissible. Depuis la loi Royer, l'autorisation préalable requise pour la réalisation d'une grande surface n'est ni cessible ni transmissible, article 29, afin d'éviter qu'un promoteur puisse obtenir une autorisation en CDAC et la revente ensuite à n'importe quelle enseigne, quelle que soit sa position dominante sur la zone. Or, la loi Macron supprime cette disposition, ce qui ne laisse plus aucune possibilité de se défendre contre les abus de position dominante. C'est en contradiction avec l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui commence ainsi, est compatible avec le marché intérieur et interdit dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celle-ci. Ça veut dire que on fait passer des lois, parce qu'on dit souvent l'Europe, il faut en sortir, c'est pas bien, mais malgré tout, on fait quand même, le législateur fait passer des lois qui vont à l'encontre des traités européens. Donc, expliquez-nous un peu voilà, cette fameuse disposition que supprime cette loi Macron. Alors, je dirais que c'est Macron suit M. Sarkozy. Parce que celui qui a supprimé la possibilité d'aller sur les abus de position dominante, c'est M. Sarkozy quand il a supprimé la publication des inventaires des grandes surfaces. C'est-à-dire qu'avant, les préfectures publiaient tous les ans les inventaires des grandes surfaces. Alors, qu'est-ce que c'est l'inventaire de grandes surfaces ? Voilà, il est publié par commune. Qu'est-ce que c'est un inventaire de grande surface exactement, pour que les gens comprennent? Alors, c'est chaque commune. Dans chaque commune, on avait, voilà, s'il y avait un Leclerc, un supermarché, voilà, on avait. C'était aussi bien pour l'alimentaire que c'était aussi bien pour l'électroménager, le sport et tout ça. Donc, on avait une visibilité de ce qui existait sur la commune. Chaque préfet. Ça a été supprimé, c'est ça? Non, ça n'a pas été supprimé. Ce n'est plus publié. Ah, ce n'est plus publié, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus… Qui peut le voir, ça, aujourd'hui? Que les maires. Que les maires. Que les maires, d'accord. Voilà, nous, on n'a plus accès. Ça, c'est un… Voilà. Donc, on avait… Et ça, il faut savoir que c'est M. Bérégovoy qui l'avait mis en place. Monsieur Bérégovoy, qui a fait une loi vraiment pour la prévention de la corruption, la transparence de la vie économique et des décisions publiques, c'est lui qui a mis en place tout le système de contrôler l'urbanisme commercial. Donc, à partir de 1993, les préfets étaient dans l'obligation de créer des inventaires qu'ils publiaient sur les sites des préfectures. Ou s'ils les publiaient, s'ils ne les publiaient pas, on pouvait quand même, on les réclamait, on les obtenait facilement. Il n'y avait pas de… L'avantage de ces inventaires, c'est qu'on arrivait avec des travaux, c'est-à-dire que l'observatoire faisait des travaux où participaient les commerçants et on savait, c'est là qu'on jouait sur les équilibres. C'est-à-dire que voilà, on disait, bon, il y a trop de surface alimentaire, on ne donne plus d'autorisation alimentaire. Il y a trop de magasins de sport, on ne donne plus de magasins de sport. Tout ça fonctionnait très bien.
c'était M. Bérégovoy et ça a été repris dans la loi SRU par M. Chevènement lorsqu'il a mis en place tous les schémas de développement. Donc là, aujourd'hui, on parle du schéma de développement commercial, mais il y avait le développement des écoles, le développement des hôpitaux. C'était l'aménagement du territoire qui était bien organisé. En 2008, alors, donc, on avait un inventaire et on pouvait dire, mais voilà, telle enseigne a tant de exploite tant de mètres. Ah, regarde, ça fait une bêtise. Allez-y, allez-y. Je suis sortie. Non, Voilà, on écoute. nous Voilà. t'écoutons. Voilà. Donc, non, parce que maintenant j'ai un double écran. Oui, alors, enlevez le deuxième écran. Ah. Attendez. Ah. Ajouter, voilà. Allez-y, allez-y. Oui. On Donc, vous entend. Pas tes doigts là-bas. donc, on avait donc ces inventaires, ces travaux, ces schémas. Donc, quand une grande surface venait s'implanter avec son enseigne, il était facile de dire, ben voilà, il est en abus de position dominante parce que, par exemple, si un hyper avait 20 000 mètres carrés, j'explique à l'enseigne Carrefour, à côté, il y avait un intermarché de 1500 ou autre, il était en position d'abus de position dominante. Donc, on ne lui redonnait pas d'autorisation. Et ça fonctionnait, puisqu'on a réussi à faire annuler des projets parce qu'il y avait la loi qui nous le permettait. Donc ça, automatiquement… Et qu'est-ce qui se passe en 2008 ? Et comme on gagnait nos procédures sur ce principe, ben en 2008, quand Sarkozy est arrivé, c'est bien simple, ils l'ont appelé la loi Michel-Édouard Leclerc, ils l'ont pas appelé la loi de modernisation de l'économie. Donc, ils ont supprimé la publication des inventaires pour qu'on ne puisse plus savoir s'ils étaient en position dominante au moment où il y avait des autorisations. Donc c'est pour ça que là on dit qu'ils ne respectent même pas le traité de fonctionnement de l'Union européenne, puisque ils font leur soupe entre eux, si vous voulez. Ceux qui peuvent le surveiller, ce sont les élus qui délivrent les autorisations, c'est le préfet, mais comme eux ils n'appliquent pas la loi, ben, tout le monde est trompé, si vous voulez. Donc voilà. Donc c'est Sarkozy qui a supprimé les inventaires pour connaître l'abus de position dominante. Et naturellement, Macron, quand il est arrivé au ministère de l'économie, donc pas de l'économie, mais du travail, faut pas oublier quand même que c'est comment on appelle ça ? Son dicton, c'est quand même création-destruction. Hein. Ça, c'est Monsieur Macron. Création-destruction. On crée, peu importe ce qu'on détruit. Hein. C'est comment il appelle ça c'est tout ensemble. Hein. C'est en même temps. Voilà. En même temps, on détruit et on construit. Donc, il a supprimé, en supprimant comment ça s'appelle, ni cessible ni transmissible, mais on ne sait plus les autorisations à qui elles appartiennent. Est-ce qu'on a donné une autorisation à un Intermarché? Est-ce qu'on a donné une autorisation à un Super U? Est-ce qu'on a donné à un Leclerc? Est-ce qu'on a donné à un Carrefour? Et après, on voit bien qu'il y a des porteurs de projets, des petits malins, qui portent le projet, mais maintenant, ils ne portent plus le projet avec le nom de l'enseigne. Ce qui fait on ne peut plus lutter contre l'abus de position dominante puisqu'on n'a plus une visibilité de ce qui est autorisé. Déjà en 2014, Monsieur Macron, voilà, joue les gros. Quoi. On sent. Ben oui. Il a tout compris, lui. Il a tout compris. Il n'a pas renversé la vapeur de la dérégulation qu'avait mis en place Sarkozy. Il n'a pas du tout travaillé là dans ce sens. Malheureusement, j'ai raté le début pour des questions de son. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais donc en France, il est estimé qu'il y a 5 millions de mètres carrés de surface illicite exploitée par la grande distribution. 5 millions. C'est énorme, puisque ça représente, ça représente 8% des surfaces autorisées. Et 5 millions de mètres carrés, en fait, on le sait depuis longtemps, mais
que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, personne ne fait rien. Alors que normalement, les règles européennes les obligeraient à, quand il y a justement des fraudes, à intervenir. Et de toute façon, la loi française les oblige à intervenir. Ils ne devraient pas l'autoriser. Donc en fait, M. Macron, qui a reçu 20 lettres par l'association en toute franchise donc de Claude et Martine, connaît parfaitement la situation. Son ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, a reçu 28 lettres. Mais justement, je vais lire une lettre de M. de Le nos Maire amis à M. Le Maire. Alors, je vais lire ce passage. C'est forcément l'homme auquel s'adresser, d'autant plus que depuis mai 2017, le commerce n'apparaît plus dans l'intitulé des attributions d'aucun ministre ou secrétaire d'État et que la répression des fraudes fait clairement partie de ses attributions. Nous l'avons saisi à de nombreuses reprises, encore en février 2018, par courrier recommandé notre cabinet d'avocats sur le problème des surfaces illégales, reprenant les différents points des lois présentés ci-dessus, documentés par des cas concrets. En voici la fin. Alors je vais lire ça. Il est d'autant plus anormal que l'exploitant de telles surfaces illicites échappe à ses répercussions, qu'il s'est lui-même placé dans cette situation illégitime, se rendant de ce fait coupable de concurrence déloyale. La priorité ainsi donnée au maintien des surfaces illégales va au demeurant à l'encontre des raisons impérieuses d'intérêt général, au sens de l'article 9 de la directive 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2010 relative aux services dans le marché intérieur qui justifie l'existence même du régime d'autorisation d'exploitation commerciale. La simple faculté laissée au préfet de demander la fermeture de ces surfaces, résultant de la lettre de l'article L, du Code de commerce, témoigne du caractère non prioritaire de la lutte contre les surfaces illégales au regard du droit de l'urbanisme commercial qui ne correspond pas aux garanties légales et constitutionnelles dont la petite entreprise est censée bénéficier. Il ne permet également pas au contrôle a posteriori de bénéficier d'une efficacité suffisante. L'association, en toute franchise, se devait de vous alerter. Les textes devraient au contraire placer le préfet en situation de compétence liée pour interrompre l'exploitation des surfaces illégales. Bon, je vous prie d'agréer, monsieur machin. Bon, vous recevez le courrier de réponse. Alors là, quand on voit la réponse que vous recevez, on se dit, mais c'est un foutage de gueule intégral. Absolument. Donc la réponse est, maître, monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a bien reçu votre courrier du 9 février 2018. Il m'a chargé de vous informer que celui-ci était transmis au service compétent pour traiter votre dossier en lui laissant le soin de vous répondre directement. Mais quand on fait un courrier pareil, une réponse pareille, qu'est-ce qu'on se dit, chère Martine et cher Claude? Eh bien, elle nous prend pour des imbéciles. Mais il faut dire que de toute manière, il faut savoir quand même que M. Macron s'est rapproché de comme ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. M. Bruno Le Maire, quand il était candidat à la présidence, on l'avait saisi justement sur les problèmes, tous ces problèmes de surface illicite et ces problèmes d'inconstructibilité. Et des 418 milliards. Et des 418 milliards. Donc, quand il est candidat à la présidentielle, voilà ce qu'il nous répond. Je souhaite rétablir un État fort, où les décisions de justice seront respectées, où les lois seront appliquées. Depuis trop longtemps, l'expansionnisme de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et contribue à la destruction du commerce de proximité. Mais attends, il y a juste un mot avant qu'il employait le mot de scandale. Lis la phrase avant ce que tu as lu. Il emploie Bruno Le Maire, candidat au présidentiel, parle de scandale. Vous m'avez interpellé. Voilà. Alors, vous m'avez interpellé sur la situation des commerçants, artisans et franchisés. Vous le savez, je me suis engagée avec force sur le scandale que représente la mauvaise application de la loi. Mais donc, regardez, là, l'État cherche de l'argent. Vous
vous avez envoyé un dossier, donc un courrier, en disant voilà, dans le paquet, il y a 418 milliards. Bon, on peut multiplier par les 10 grandes régions, ça fait plusieurs milliers de milliards d'euros. Et là, monsieur le maire peut mettre son nez là-dedans et peut récupérer de l'argent. Il Pourquoi devrait. ne le fait-il pas? Ah, c'est pas peu, c'est doit. Enfin, C'est il doit doit. le faire, voilà. Pourquoi ne le fait-il pas? Enfin, ne le fait-il pas? Enfin, c'est quand même… Là, on assiste à un vrai scandale d'État. Et Oui, pourtant, c'est un scandale nous n'avons d'État. pas de médias qui en parlent. Non. Alors, non seulement on n'a pas de… Si, on a eu des médias qui en ont parlé, on a eu, Natacha Polony en a parlé, on a eu des médias qui en ont parlé, mais quand les journalistes se retournent vers Bruno Le Maire, vers son ministère pour avoir le contradictoire, ben le contradictoire de la part du ministre, c'est les surfaces illicites n'existent pas. C'est-à-dire que ce que l'on raconte n'existe pas. Ils disent que les surfaces illicites, c'est pas vrai, ils n'existent pas. Ils vous disent qu'il n'existe pas un mètre de surface illicite en France. Non, ils nous disent, puisqu'on a également, alors on va pouvoir en parler, on a également des députés, des sénateurs qui ont posé des questions écrites sur le sujet. La réponse n'est pas dit, ils ne disent pas il n'y a pas de surface illicite. Le ministère leur répond, les contrôles sont suffisants. On fait les contrôles nécessaires. Mais nous, quand on demande au préfet d'aller mesurer, d'aller contrôler, il n'y a pas d'action, il est inactif, il n'agit pas. On va en donner la preuve tout à l'heure. Et on a réussi avec Monsieur Bourquin, le sénateur Bourquin, a réussi à obtenir que les préfets soient dans l'obligation d'aller contrôler. Le préfet doit aller contrôler dans les 3 mois à partir du moment où on lui dénonce des infractions. Il n'agit pas, on est obligé de saisir la justice et après, ça va durer 50, 60 mois à la place de 3 mois. Donc, on va passer à 20 fois le délai pour aller chercher les contrôler. Mais heureusement, la justice nous a quand même donné raison puisqu'on a réussi à faire condamner 3 préfets. Donc, ça veut dire que la justice donne raison. La justice donne raison. Ça veut dire que la justice dit il existe des surfaces illicites. L'État tout à fait, non, tout à fait, puisque voilà, nous on a apporté les plans d'origine, on a apporté les extensions illicites, on a demandé au préfet, il n'a pas voulu le faire, on saisit la justice, la justice saisit sur le dossier que l'on a monté. Mais quand le préfet est condamné à agir et d'aller contrôler, ben par exemple, je vais vous citer, à Leclerc-Genêt, quand le préfet a été contraint d'aller contrôler, eh bien, la direction de la concurrence, la répression des fraudes, à la place de trouver 2000 mètres carrés, et en plus c'est Leclerc. Leclerc déclarait qu'il avait 2000 mètres carrés de surface illicite. Quand la répression des fraudes est passée, elle n'a trouvé que 1000 mètres carrés de surface illicite. Et le Leclerc de Genêt, il avait 2 hypermarchés. Pendant qu'on a fait la procédure à Leclerc-Genêt, il s'est dépêché de régulariser les surfaces illicites sur son autre hypermarché à Ferney-Voltaire. Et quand on a fait les procédures à Ferney-Voltaire, là encore, on a eu l'obstruction du préfet qui ne nous a pas donné les documents nécessaires pour pouvoir faire la procédure des surfaces illicites. Alors, si vous voulez, c'est comment c'est organisé. C'est organisé pour ne pas aller sur les fraudes de la grande distribution. Enfin, sur toutes les fraudes de la grande distribution. D'ailleurs, oui, excusez-moi. En fait, il y a un cas où, sur les 3 préfets, c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a fait appel de la décision de la justice. N'est-ce pas, Martine? Oui. Alors là, c'est le Conforama de Nice. Donc, le Conforama de Nice, c'est pareil. Il devait avoir que 2500 mètres carrés. Il en a fait 5000. Il a repris des locaux commerciaux tout autour de lui. Il a étendu ses surfaces. La cour d'appel, on a eu le président de la cour d'appel qui nous a fait une procédure, vraiment un cours de droit. Il a tout expliqué, la loi. Il n'y a eu pas de problème avec la cour d'appel de Marseille. Quand on a gagné et que le préfet devait appliquer la loi,
c'est donc que le préfet a été contraint d'aller mesurer, d'aller contrôler, de faire fermer les surfaces illicites. C'est Bruno Le Maire qui a fait un pourvoi sur notre procédure que nous avions gagnée, alors que le président de la Cour d'appel avait bien constaté les surfaces illicites. Par contre, quand vous avez Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, qui exploite 2000 m² de surface illicite, qui a demandé une extension de 2000 m² qu'on a fait annuler jusqu'au Conseil d'État, donc il est avec 4000 m² de surface illicite, que le préfet fait de la rétention de documents, puisqu'il nous écrit des courriers en nous disant que les décisions n'existaient plus, alors que la décision d'origine était aux archives de la préfecture. Lorsqu'on fait la démonstration qu'il y avait bien 4000 m² de surface illicite, eh bien là, on perd nos procédures. On perd nos procédures parce que c'est le préfet qui nous a fait de la rétention de documents administratifs pour pouvoir prouver qu'il était en surface illicite. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On demande à monsieur Bruno Le Maire de faire un pourvoi, puisque c'est le préfet qui nous a fait de la rétention de documents administratifs. Eh bien là, Bruno Le Maire, ça marche que dans un seul sens. Quand on gagne nos procédures, il fait des recours contre nous. Quand on perd nos procédures et que ça a été vicié, c'est une procédure, c'est des autorisations illégitimes parce qu'elles ont été viciées depuis le départ. Là, Bruno Le Maire ne fait pas de recours. Donc c'est toujours pareil, c'est pour faciliter les fraudes de la grande distribution. Combien de recours avez-vous gagné en tout depuis que vous travaillez sur ces dossiers? Alors, on a gagné, c'est très compliqué parce qu'on a gagné des procédures où on a eu la chance d'avoir avec nous les élus de l'opposition, c'est-à-dire des élus d'opposition, ils ont vu le travail que l'on faisait, ils ont réussi à inverser la municipalité, donc ils ont pris le pouvoir dans la municipalité, et là ils ont déclassé les zones, c'est-à-dire qu'ils ont déclassé ce que le maire précédent avait fait. Donc ils ont remis des logements sociaux, ils ont remis des terres agricoles, ils ont bien travaillé. Alors là, c'est des procédures que vraiment nous avons gagnées sur le long terme. On a travaillé vraiment. Mais où on a la difficulté aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'ait plus de critères de densité commerciale. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, on vient de passer en commission nationale avant l'émission. On est passé en commission nationale. Le schéma de cohérence territoriale impose que les surfaces de vente ne peuvent pas dépasser 700 m². Là, le promoteur a déposé un projet à 4700 m². On a gagné une fois. Il est revenu, il a redescendu son projet à 3500 m², mais c'est quand même encore accepté à la préfecture. Ce sont des dossiers, ils sont enregistrés à la préfecture malgré qu'ils ne respectent pas les documents. Donc cet après-midi, on aura la réponse demain. Je ne peux pas vous donner la réponse parce que je ne sais pas. Mais quel que soit le document, la règle, que ce soit des règles sur l'inondabilité, les règles sur l'inconstructibilité, la règle pour respecter les logements sociaux, toutes les règles, de toute manière, il est fraude. Et ça, c'est vraiment avec la complicité des élus locaux. Parce que ces règles-là, c'est des règles du droit du sol. Alors, je voudrais quand même apporter une réserve. Vas-y, Patrick. Oui, excuse-moi. En fait, Martine est un peu modeste, je trouve, parce qu'ils ont gagné des dossiers. Par exemple, Martine et Claude prenaient l'exemple du Leclerc-Genêt. Il y avait 2000 m² de surface illicite. Suite à leur action, donc en fait, le préfet a été condamné à agir par la justice, donc il a fini par agir. Et il y a 1000 m² qui ont été fermés. Et alors, on peut dire, oui, bon, 1000 m², 2000 m², etc. Non, les 2000 ont été fermés, mais ils n'ont constaté que 1000. Leclerc a fermé ses 2000 m². Parce que mine de rien, les commerçants indépendants aux alentours, c'était 700 emplois qui étaient menacés. Donc, c'est un vrai enjeu. Et puis, bon, là, on va pas entrer dans les détails, mais souvent, il y a aussi des raisons d'environnement.
alors, on ne rentrera pas dans ce cas-là, mais Claude et Martine, par exemple, sont intervenus sur des dossiers également aux Antilles, dans les dom-toms. Je me souviens d'un dossier où il était question de construire un hypermarché gigantesque à un endroit où il n'y avait pas de route. Et il y avait eu un premier refus, mais néanmoins, le promoteur, je ne sais plus si c'était Intermarché ou c'était en C'était un Guyane. Super U. C'était un Super U, c'était en Guyane. Non, en Guyane, c'était un Carrefour. À Saint-Barthélemy, c'était un Super U. Et le Super U, le parking était au bout de la piste d'atterrissage. D'accord. Donc, si l'avion... Non, mais On tombe sur des choses, on se croirait en République bananière en réalité. Mais dites-moi, vous avez vu il y a 2-3 semaines un conseiller de Bruno Le Maire à Bercy. Comment s'est passé cet entretien et qu'est-ce qui vous a dit, ce monsieur ou cette dame? Non, c'est pas un conseiller, c'est un conseiller de monsieur. On est allé voir, c'est un conseiller de monsieur Dupond-Moretti par rapport à la justice. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous. Alors, nous, ce qu'on dénonce dans la justice, c'est que c'est pareil, que ça soit les juges d'instruction ou les procureurs, lorsque les contrôles sont faits par la répression des fraudes ou par la DDE, c'est eux qui vont aller déposer leurs procès-verbaux devant le procureur. Mais si le procès-verbal et si le rapport et le procès-verbal sont faux, le juge d'instruction et le procureur de la République suivent les faux de la répression des fraudes et les faux de la DDE. Par exemple, on va revenir sur la procédure de la jardinerie de Carrefour. La jardinerie Carrefour qui est illicite, quand la DGC, la répression des fraudes, a fait le contrôle, elle a comptabilisé la jardinerie en surface licite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit au procureur, attendez, cette jardinerie est exploitée illégalement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Une fois quand rarement il y a un procès-verbal qui est déposé par la répression des fautes devant le procureur de la République, on se constitue partie civile. Et à ce moment-là, nous, on apporte tous nos éléments de preuve. On apporte la date d'achèvement des travaux, on apporte les permis d'origine, on apporte la vie de l'hypermarché, comment l'hypermarché a évolué. On apporte tous les éléments. Et quand le juge d'instruction et le procureur de la République refusent de regarder nos documents, et pire, ils modifient la date d'achèvement de travaux pour leur donner la prescription, et à ce moment-là, que ce soit Carrefour, que ce soit les autres. La justice modifie les dates. La justice modifie les dates pour leur donner la prescription. C'est-à-dire que c'est la justice qui crée de faux alibis aux fraudeurs. Alors là, on a 3 exemples. Hein. Allez-y. Donc là, c'est des procédures sur lesquelles on a versé des consignations, c'est-à-dire qu'on a porté plainte, on a versé des consignations, des cautions, mais il faut savoir que quand on nous demande… Combien ? C'est des cautions de 4 000 € quand même, hein, que le procureur nous demande. 3 à 4 000 € chacune. À chaque fois, pour pouvoir porter plainte. Pour pouvoir porter plainte. Donc c'est là où on voit aussi que la justice, elle est aussi faite pour les riches. Parce que, voilà, on a des choses illégales qui se passent et il faut verser 4 000 € par dossier. Si les gens n'ont pas 4 000 €, comment ils le font? On peut pas porter plainte. Alors, si on dit, bon, on porte 4 000 €, la justice va faire son travail. À la finale, on récupérera nos 4 000 € parce qu'ils seront condamnés. D'accord? Mais là, c'est pas le cas. On récupère quand même notre consignation à la fin, à terme, mais ils n'ont pas fait le travail. Donc, par exemple, le roi Merlin à Nice a étendu ses surfaces de 1500 mètres carrés en prenant la galerie marchande qui était réservée aux artisans. Donc, toujours le même principe, hein. On donne un hypermarché et on laisse la possibilité à des indépendants de venir s'installer. Le roi Merlin prend la part des artisans, nous le dénonçons au procureur
Eh bien, il n'a même pas ouvert. Si, il nous demande une consignation et il nous renvoie l'enveloppe. Il n'a même pas encaissé le chèque pour ouvrir le dossier. Il n'a même pas ouvert l'enveloppe. Il n'a même pas ouvert l'enveloppe quand il nous a restitué le chèque. Après, nous avons porté plainte contre Leclerc-Marignane. Donc, pareil, on dénonce notre histoire de zone inondable, comment que la station-service est dans la zone inondable et tout ça. Pareil, 4 000 € et un non-lieu. Et un non-lieu, voilà. Parce qu'au moment où on avait la possibilité, où le juge d'instruction avait la possibilité de contrôler que Carrefour était, que Leclerc avait violé la zone rouge, et comme le maire avait retiré la zone rouge du plan local d'urbanisme, eh bien il a eu un non-lieu. Alors il faut savoir que 2 ans après, nous avons réussi, il y avait une enquête publique à la mairie de Vitrolles, à la mairie de Marignane, et nous avons réussi avec le commissaire enquêteur de faire revenir la zone rouge sur les parcelles. Donc, ça veut dire que le bâtiment, aujourd'hui, il a 5 mètres, il a une partie où il y a 5 mètres dans la zone rouge. Et là, le procureur, il n'y a personne qui fera démolir. Hein. Le pire, c'est quand Madame Denette est reçue par le procureur pour cette affaire, à un moment donné, elle lui dit, Madame Denette. Mais il n'y a que vous que ça intéresse. Vous trouvez ça tolérable, ça? C'est-à-dire que des milliards d'argent public qui s'envolent, le procureur vous dit qu'il n'y a que vous que ça intéresse. Absolument, voilà. monsieur. Est-ce qu'on n'est pas dans une république bananière, en réalité? Bah, écoutez, on peut Alors, dire. Hein. Vous nous demandiez donc le résultat de notre rendez-vous. Ben nous, oui. Dans le cadre de ce rendez-vous, on a demandé à ce que, on nous dit, voilà, il va y avoir une réforme de la justice. On nous dit c'est parce qu'il manque de l'argent dans la justice. On nous dit il n'y a pas assez de personnel. On nous dit que les matériels, mais ça c'est de l'intendance. C'est pas les justiciables, c'est pas les victimes qui sont responsables de ce qui se passe mal dans la justice. Nous, ce qu'on demande, on demande que un juge d'instruction, un procureur de la République, qui suit les faux de l'administration et qui fait un vice de procédure, parce que c'est un vice de procédure lorsqu'on ne prend pas les pièces des parties civiles, que ces juges, que ces magistrats puissent être responsables de leurs décisions. Alors, ça va me permettre de rebondir, parler de justice, ça va me permettre de rebondir sur quelque chose. Un paragraphe que je vais lire. Lorsque Carrefour rédige les ordonnances de non-lieu. Si le cas de Martine est similaire à ce qu'ont vécu et vivent toujours des dizaines de milliers de commerçants devant fermer boutique par suite de l'explosion du nombre de mètres carrés de grande surface, celui de Claude est plus étonnant, notamment du fait des 20 000 francs qui ne lui furent jamais remboursés par Carrefour et conduisirent à son expulsion et sa ruine. Ce qui interpelle particulièrement dans cette affaire, c'est la constance des tribunaux et des juges à réfuter les preuves, comme s'il était impossible qu'une grosse enseigne puisse détourner de l'argent, ou plutôt, ne veulent-ils pas prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore? En effet, reconnaître cette petite fraude aux conséquences dramatiques pour Claude, ici présent, débouche inévitablement sur des milliers de mètres carrés exploités illicitement pendant des décennies et bâtiments construits sans permis, etc. Nous ne prenons un exemple que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la plainte déposée par Claude contre X, du chef de faux en écriture de commerce, usage de faux escroquerie. Sur ce document du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, la première page est écrite avec une police en caractère régulier, puis la deuxième et troisième page en utilise un autre avec tout le texte en italique et des retraits systématiques des paragraphes qui n'existent pas sur la première et quatrième page, celle qui conclut l'ordonnance. Outre la forme, le texte de ces pages 2 et 3 correspond exactement aux conclusions de l'avocat de Carrefour et elles sont reprises intégralement dans l'ordonnance. La dernière phrase ne laisse d'ailleurs quasiment aucun doute, entre guillemets, ces faits ne constituent pas une infraction pénale, non-lieu sera requis en conséquence. Fermez les guillemets.
Cela correspond évidemment à la demande de l'avocat de Carrefour, pas au texte de conclusion d'un juge. Alors, si ce sont les grosses enseignes qui rédigent directement les ordonnances, reconnaissons le génie de La Fontaine, toujours d'actualité sur la façon de rendre la justice, selon que vous serez puissant ou misérable. Quand on lit ça, on tombe des nues. On tombe des nues. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? On a malheureusement en France. On est dans le royaume de la fraude, hein. On est dans l'univers de la fraude totale. La justice reprend. Là, je peux vous expliquer. Une ordonnance de justice, quoi. Enfin, c'est quand même, c'est fou. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pas le seul cas. Hein. Mais d'ailleurs, je ne pense pas que Martine le dira, mais quand ils ont perdu leur commerce, ils se sont retrouvés ruinés tous les deux. Et Martine n'avait pas d'autres ressources que le RSA. Elle fait à ce moment-là, en tant que présidente de l'association en toute franchise, elle écrit au préfet des Bouches-du-Rhône pour signaler je crois que c'est un Carrefour, exploite 7000 m² de surface illicite. 7000 m² de surface illicite. Je rappelle qu'à l'époque, c'est 1500 € par jour et par mètre carré illicite. Donc, elle écrit au préfet disant, voilà, tel Carrefour exploite 7000 m² de surface illicite avec toutes les pièces, les preuves, etc., etc. Que fait le préfet? Tu te dirais forcément, nos spectateurs se diraient, le préfet immédiatement va faire un contrôle, va constater qu'il y a 7000 m² et va faire payer les amendes, faire respecter la loi. Non. Que fait le préfet? Il fait sucrer ou supprimer le RSA de Martine. Le préfet ne va pas contrôler ou faire contrôler les surfaces illicites, il fait supprimer le RSA de Martine dans la semaine. Et comment il justifie ça? Il ne justifie pas. Il justifie pas. Il supprime. Si. Comment il l'a fait? Il faut dire comment il l'a fait. La question est posée. La question, c'est qu'il a pris des arguties. Il a dit que Madame Donnette et Monsieur Dio. Il a fait faire une enquête. Non. Il a fait d'abord. Dans l'enquête, il a bien dit qu'on formait un GIE. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un GIE. Vous et moi, on forme le GIE. Votre capital et le mien, c'est le même. D'accord? Alors que Madame Donnette n'était pas divorcée, moi je ne l'étais pas non plus. Je ne vois pas où il a été chercher ça. Et après, il a fait une enquête. Et tout le service du préfet dans l'enquête a fait des faux. Grave ça. Alors on tient à tout le monde, s'ils veulent le voir, les faux. Et après, comme on n'a pas l'habitude de lâcher le morceau, on a été jusqu'au bout. Et on a été à la commission ad hoc à Paris. Et là, la commission ad hoc, quand elle a vu tout ce qu'on lui a soumis, elle a dit que le préfet avait commis une erreur de droit et elle a demandé à ce que Madame Donnette soit restitué le RMI. Mais ça a duré 2 ans, monsieur. Et à l'époque, on vivait en caravane. C'est-à-dire que non seulement ils font des fraudes, mais ils poussent les victimes au suicide. C'est ça le but. Ils voulaient vous tuer socialement. Voilà. Ils nous ont déjà tués socialement. Parce qu'à partir du moment où on n'avait plus du tout de magasin tous les deux, moi, ils m'ont saisi ma maison. Donc, socialement, ils nous ont tués. Et en plus… vous étiez commerçant, vous veniez de la classe moyenne et ils vous ont mis à la rue, en fait. Ah oui. Ah, tout à fait. Et c'était organisé quand même. Hein. Dès le départ, c'était organisé. Du départ jusqu'à la fin, maintenant, on peut le dire. Quand ça nous est arrivé, on se demandait ce qui nous arrivait. Mais tout ça, c'est uniquement pour cacher leur fraude. Oh, voilà. Parce que si en jeu, il n'y avait pas eu leurs 16 000 m² de construction sans autorisation administrative légitime, cette affaire… Parce que si vous voulez, ils ont toujours fait cacher. Ils ont toujours caché. Au fur et à mesure que nous, on disait les choses, nous, on disait on disait les éléments, on disait les preuves, on amenait tous les documents. Au fur et à mesure qu'on amenait les preuves, il fallait nous descendre. Il fallait, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait au fur et à mesure. On a eu des handicaps à chaque fois. Et les méthodes employées sont dramatiques. On a eu un détective privé sur le dos pendant 15 jours qui venait dormir au bout de la caravane.
On a eu des appels téléphoniques. On a eu, mais c'était pas possible. Jusqu'à venir sur mon ex-femme, lui dire qu'elle n'avait plus de sécurité sociale pour la faire trembler. Ils sont au courant de tout. Il faut savoir que ces messieurs appuient sur un bouton, ils ont connaissance de tout ce que vous faites. C'est-à-dire, il faut le dire aussi quand même que la période était très grave, puisqu'on était pendant la période d'Estrade. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'affaire d'Estrade, c'était vraiment un très gros scandale de l'urbanisme. Et il fallait savoir en même temps qu'il nous arrivait ce qui nous arrivait sur Vitrolles. On avait en face du bâtiment, on avait un autre centre commercial qui venait s'implanter de 13 700 mètres carrés. C'est le centre commercial Lura-Sigal, qui lui encore avait eu un refus d'autorisation d'exploitation commerciale. Et le maire, à l'époque, lui délivre le permis de construire. Donc, si vous voulez, ils avaient les manettes de tout. Et le drame dans notre situation, c'est que notre avocat, c'était le maire. Alors, imaginez comment ça se passe. Le maire Donc, si vous voulez encore d'autres surfaces illicites, par exemple. C'est là où on voit que, en écoutant votre témoignage, qu'on comprend qu'en fait, l'État, ce fameux État, est l'ennemi de sa population et qui travaille contre sa propre population. Absolument. Oui. Mais jusqu'à présent, nous avons parlé des surfaces illicites, mais Claude et Martine ont déterré un dossier d'un bâtiment de 2500 mètres carrés de surface de vente qui n'a pas de permis de construire. Je redis. 2500 mètres carrés. On en a trois, là. Si chacun d'entre nous fait construire ne serait-ce qu'un garage de 40 mètres carrés dans son jardin sans autorisation, immédiatement, nous sommes des délinquants, il sera rasé, etc. Là, sur une zone commerciale, il y a un bâtiment de 2500 mètres carrés qui n'a aucun permis de construire. Donc, ça signifie qu'il n'y a eu aucune visite des pompiers et de toutes les règles de sécurité n'ont absolument pas été respectées. Mais il y a un cas, une des plus grandes zones commerciales d'Europe qui s'appelle Plan de Campagne à Marseille. Claude et Martine ont constaté qu'il n'y avait aucune voie de secours pour les pompiers. Or, Plan de Campagne, pour ceux qui le connaissent, il peut y avoir 1 heure de queue en voiture. Enfin, il peut y avoir des bouchons d'1 heure de queue. Mais il n'y avait rien qui avait été prévu pour un accès pompier si jamais un des hypermarchés, un des magasins, parce que c'est une immense zone commerciale, prenait feu, il n'y avait rien. Les pompiers ne pouvaient pas accéder. Ils ont écrit au préfet, enfin toutes les instances, etc., on va les passer. Aucune réaction, alors que là, c'est directement la sécurité des populations qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que Claude et Martine ont fait ? Grâce aux adhérents de l'association En toute franchise, parce qu'il y a des adhérents, on en parlera après, ils ont affrété un petit avion dans lequel un journaliste de la Provence a pris place, a photographié vue du ciel, montrant qu'il n'y avait aucune voie d'accès aux pompiers. Et là, à partir du moment où c'est sorti dans la presse, la Provence et d'autres ont vraiment fait un travail remarquable. Le préfet, là, a été obligé cette fois d'agir parce qu'il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant, puisqu'il y a eu un énorme encart dans la Provence. Et là, enfin, ils ont aménagé des voies de secours pour les pompiers. Enfin, c'est juste ahurissant. Je prends le plan de campagne, mais nous pourrions prendre d'autres exemples où tout est fait pour que la fraude perdure, donc que ce soit sur les autorisations administratives et les surfaces illicites, les permis de construire qui parfois n'existent pas, et puis tout le reste dont on a déjà parlé, sans parler de ce dont nous allons parler maintenant. Mais dites-moi, cher Claude et cher Martine, vous qui êtes aujourd'hui des cailloux dans la chaussure de l'État, est-ce que vous avez été menacé dans votre vie ? Les représailles qu'on vous a expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire… Ces représailles, est-ce qu'il y a eu des menaces physiques sur vous, quoi ? Non, c'est beaucoup plus fin que ça. Non, comme on avait la chance quand même d'avoir beaucoup de presse, la presse, la Provence et tout ça faisait beaucoup d'articles sur tout ce qu'on dénonçait. On a eu cette chance-là. Ils n'allaient quand même pas nous faire, en plus, nous massacrer,
mais c'est ce qu'on a vécu avec eux, c'est-à-dire que nous, on a eu, par exemple, on avait des contrôles. Le temps avant d'être liquidé dans les magasins, pendant qu'on dénonçait, on avait des contrôles. Ils nous faisaient des contrôles quand, vous voyez, il y a eu un acharnement pour qu'on soit pour nous faire des obligations. Venir saisir mes meubles, par exemple. Venir lui saisir ses meubles. Alors qu'il ne pouvait pas le faire. Et si j'étais complètement. Il faut savoir que pendant des années, on a été tellement de pression d'être suivi constamment, alors que vous le savez. Quand vous êtes suivi et que vous ne le savez pas, c'est pas grave. Quand vous passez dans la rue et que vous avez un élu qui prend son téléphone, dès qu'il vous voit, il prend le téléphone. Il prévient qui qu'on est dans la rue? Alors maintenant, c'est plus facile, ils ont les caméras, donc ils voient ce qu'on fait quand on se déplace. On ne le voit pas, là, mais là, ça se voyait. Mais comment on vit ça au quotidien? Très mal. Très mal. En plus, on avait les procédures. Parce qu'il faut savoir aussi tout ce qu'on a subi en procédure. Quand vous allez, normalement, on a un tribunal de commerce qui est censé aider les commerçants. Et vous avez des présidents de tribunaux de commerce qui vous font des convocations à une adresse où vous n'êtes pas. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'irez pas déjà à l'audience. Ça, c'est perdu déjà. Voilà. Après, quand il y a une audience, ils ne préviennent pas ni votre mandataire liquidateur, ni nous, ni le mandataire liquidateur. Donc, ce qui fait qu'ils jugent sans représentation, sans contradictoire. Et ça, c'est la justice qui le fait. Vous voyez, donc ça, c'est pareil, ça c'est la charte des droits, les droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit au contradictoire. Quand vous avez monsieur Dupond-Moretti qui dit « Je suis pour le procès équitable, je suis pour le contradictoire », mais il faudrait qu'il aille faire un tour dans les tribunaux de commerce pour voir comment ça se passe. Combien de liquidations? Vous avez 60 000 liquidations par an de commerçants indépendants, de petites entreprises. Mais, moi, je vais vous dire, ces tribunaux de commerce, c'est aussi ce qui tue notre économie. Voilà, et c'est liquidateur aussi. Voilà, les liquidateurs, oui. Pas personne pas. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un liquidateur qui m'a laissé faire toutes mes procédures. Il a liquidé mes affaires à la fin pour pouvoir payer les fournisseurs. Mais il m'a suivi dans toutes mes procédures. Moi, c'est ça, je peux pas. Je suis obligée de le reconnaître. Parce qu'il avait vu qu'au départ, lui-même avait été écarté du débat contradictoire. Pour d'autres commerçants, il faut savoir que dans les tribunaux de commerce, jamais au tribunal, on peut expliquer qu'on a été victime de concurrence déloyale, des surfaces illicites, d'un hypermarché qui s'est installé dans la totale illégalité. Vous n'êtes absolument pas entendu par les tribunaux de commerce. Qu'est-ce qu'ils vous répondent les tribunaux de commerce? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Ah, mais mais ils vous jugent que vous n'êtes pas là. Donc après, c'est terminé. Je voudrais témoigner. Attends, pardon, je termine. Donc, nous sommes, comment dire, on est jugé qu'on n'est pas sans avocat. On est jugé sans avocat, sans mandataire liquidateur et sans être présent à l'audience. Donc ça, on est en première instance. Donc, ils vous obligent à partir en appel. Mais quand on part en appel, il faut payer, à l'époque, il fallait payer un avoué, un avocat. Mais vous êtes complètement ruiné, comment vous faites? Et après, quand vous êtes en cour d'appel, qu'il y a des documents qui disparaissent dans votre procédure, parce que là aussi, on ne peut pas le dénoncer, ça. Comment on est arrivé sur le problème de Carrefour Vitrolles? C'est qu'à la cour d'appel, j'ai les plans que Carrefour m'avait donnés qui ont disparu. Alors, j'ai une question. Oui, donc c'est tout. Lorsque la justice et l'État vous ruinent ainsi, est-ce que, après les fonds de commerce ou les murs, si les gens possèdent des murs, qu'est-ce que tout ça devient? Est-ce que ça, c'est repris peut-être par l'État, par la commune? Qu'est-ce qui se passe avec? Eh bien là, ça va être l'affaire de Claude. Ah ben, l'affaire de Claude. Voilà, donc l'affaire de Claude, c'est que il falsifie les chèques pour arriver en liquidation, c'est-à-dire que pendant la procédure, l'avocat de Carrefour n'a jamais voulu donner d'explication au juge
comment ils avaient falsifié les chèques. Il en arrive à la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire, il faut savoir. 53 jours. La liquidation, il n'a pas eu comme droit à un plan de redressement. C'est-à-dire qu'en 53 jours, il est mis en liquidation judiciaire et toute sa marchandise, tous ses investissements ont été liquidés pour 59 000 francs. Je ne parle pas d'euros. Il y avait Pour combien? 59 000 francs. Il y avait 2 millions de marchandises. Enfin, entre les investissements et la marchandise. Il y avait en gros 300 000 euros de marchandises pour parler en euros. Ouais. Et on vous les reprend pour moins de 10 000 euros. C'est du vol. Ça. Voilà. C'est de la folie. Voilà, c'est la liquidation judiciaire. Et Ça veut dire qu'en j'ajoute fait- que j'ai 23, excusez-moi, j'avais 23 fournisseurs. Moi, ça m'a toujours, parce que comme j'étais dedans, je me suis rendu compte que j'étais vraiment spolié là. Hein. D'abord, Carrefour a acheté ma créance pour que je ne puisse pas reprendre mon fonds de commerce. Après, ils ont, comment dirais-je, Subrogé. ils se sont subrogés à ma créance. Grave. Très grave. C'est comme si que vous avez un crédit pour votre maison et puis que vous avez Carrefour qui dit, ben moi, je vous rachète votre crédit et je vous prends votre maison. Voilà. C'est de la folie. C'est Et de vous la savez, folie. ce qui arrive. Ah oui, alors vous arriver parliez, à des- attendez, je reviens, vous parliez du Allez-y. fonds de commerce. Qu'est-ce que devient le fonds de commerce? Alors Donc, dites-nous. Donc, le fonds de commerce, il faut savoir que Claude, c'était un magasin tout neuf, hein, puisqu'il a été réalisé en 1988. Donc, il avait fait une mezzanine qui doublait la surface, pas de vente, mais qui doublait la surface pour son stockage. Donc, le coût de la mezzanine, toute la miroiterie, tout le magasin a été repris pour 0 francs par Carrefour, Il a vendu, lui. que lui a reloué à San Marina. Voilà. Mais alors. Parce En que rien réalité- n'est perdu. Rien n'est perdu chez Carrefour. Hein. Le livre Le Great Reset de M. Clochefab, qui dit voilà, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux, ben, ça vous est arrivé à vous et ça arrive, j'imagine, à des dizaines de milliers de personnes. Absolument. C'est-à-dire qu'on a des gros qui rachètent pour 0 euros, enfin qui volent des gens honnêtes comme vous. Alors, il faut connaître le procédé. Le procédé, c'est ils vous mettent en difficulté, parce que c'est eux qui vous mettent en difficulté. Et après, vous, conscient que vous avez un magasin qui est en bonne, qui est tout neuf, hein, parce que mon magasin était tout neuf, le magasin de Claude. 2 ans. Voilà. Donc, on cherche à le vendre pour dire, ben, on va se désendetter des prêts, on va se désendetter des fournisseurs, on va vendre le magasin. Mais qu'est-ce que fait Carrefour à ce moment-là? Mais Carrefour ou les autres enseignes, je parle des bailleurs de centres commerciaux, ils refusent la déspécialisation. C'est-à-dire que moi, j'avais une enseigne Fildar. Fildar m'a descendu l'enseigne et Carrefour a dit, mais je ne vous le reloue pas, je vous le reloue qu'à un magasin de laine. Alors que je ne pouvais pas refaire de la laine. Et c'est pareil à Claude. Claude avait trouvé un acquéreur pour faire un magasin de jeanerie. Carrefour a dit, mais il y a trop de magasins de jeans dans la galerie, je ne vous déspécialise pas. Donc voilà, ils refusent. Vous êtes dans la nasse, et ben ils en rajoutent, et c'est comme ça qu'ils ont éliminé beaucoup de commerçants indépendants des galeries marchandes. Donc on revient au départ, hein. Ils étaient obligés de s'associer avec des commerçants indépendants. De là, ils ont ruiné les commerçants indépendants. Ils les ont obligés d'avoir des franchises. Ensuite, Parce que si vous regardez dans les magasins, tous les magasins, des enseignes, c'était des franchisés. Et maintenant, ils ont viré les franchisés parce qu'ils ne travaillent qu'avec les succursalistes qui travaillent en direct avec la Chine et voilà. Et tous ces indépendants, qu'est-ce qu'ils deviennent après? alors, c'est la question. On a cherché, nous, à savoir, à Marignane, il y en a 63 qui ont disparu. Certains, donc, qui sont en fin de carrière, bon, ils vont à la retraite. D'autres, on les recherche, ils veulent pas. Quand on les rencontre, ils veulent pas en parler. Ils veulent Pour eux, plus c'est un en parler. déshonneur de ne pas être au bout. Ils ferment boutique. Quand quelqu'un ferme boutique, ils ont des clients, ils ont des contacts avec les gens. Ils ferment boutique, ils veulent plus rien savoir. Il faut savoir aussi que quand vous êtes mis en liquidation judiciaire, on vous sabre
vos droits à une carte bancaire. Vous n'avez plus de carte bancaire, vous n'avez plus de chéquier, vous n'avez plus rien. Donc les commerçants, ils sont tellement à la ramasse, ils sont tellement, frustrés et autres, Déçus de leur et déçus qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent plus rien entendre. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'ils disparaissent, parce que quand vous parliez tout à l'heure de tous les magasins fermés, mais combien sont partis en liquidation judiciaire et qui ont subi les mêmes choses? C'est l'économie locale. Un exemple, Madame Denette, elle est restée combien d'années sans avoir le droit de faire un chèque après? Moi, je suis restée 5 ans sans chèque. Et aujourd'hui, si elle veut faire un crédit, je peux vous assurer, ils appuient sur le bouton et on sait que Madame Denette a fait une faillite. De toute manière, avec le montant de ma retraite à 600 €, je n'ai pas la prétention de demander un crédit quand même. Comment voulez-vous, Madame, et si on n'avait pas été tous les deux, on ne serait pas ensemble. Hein. Vous avez travaillé combien d'années, chère madame? Alors, moi, je travaille depuis l'âge de mes 18 ans. Alors, de toute manière, j'ai toujours travaillé parce que même si je ne travaille plus dans un magasin ou autre, enfin, j'ai été secrétaire. Après, j'ai été collaboratrice de mon premier mari. Après, j'ai eu mon magasin et après, j'ai été liquidée. Toute ma carrière professionnelle a été liquidée. C'est du vandalisme, si vous voulez. C'est un état de vandale. Vous avez travaillé dès vos 18 ans pour au final avoir une retraite à 600 €. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que souvent, l'État nous dit oui, mais le minimum vieillesse est à 800 et quelques. Non, c'est pas, c'est faux. Que c'est faux. Ça prouve que des gens. C'est pour une personne. Alors, 800 €, c'est pour une personne seule. Dès que vous êtes deux, vous avez votre retraite telle qu'elle est fonctionnée. Alors justement, pour revenir sur les retraites, il faut savoir quand même que les travailleurs indépendants, les artisans, investissaient dans leur magasin. Donc, ils espéraient au moment de la retraite de revendre leur local. Ils capitalisaient. C'était une retraite par capitalisation. Mais aujourd'hui, comme les magasins ne valent rien, ils n'ont pas de retraite. Et quand vous avez tous ces parcours, tous ces handicaps de parcours des commerçants, des artisans, des paysans ou autres, on est des catégories professionnelles qui n'ont jamais eu de retraite pleine, qui n'ont jamais pu faire toutes leurs cotisations. Même moi, quand j'étais commerçante et que je savais que j'aurais une retraite difficile, j'ai capitalisé. Je me suis fait une retraite personnelle. Mais la retraite, je l'ai vendue pour payer mon avocat. Alors, vous voyez, j'ai pas fait le bon plan. Hein. Et dites-nous, comment vous voyez justement l'avenir des indépendants, des jeunes qui s'installent? Alors, si on reste dans la situation actuelle, moi-même, je leur dis, il faut que vous fassiez autre chose. Parce que vraiment, il y a tellement une trahison des élus, des ministres du Commerce, du Premier ministre, du ministre de l'économie, qui vous disent investissez, créez et autres, et ils ne leur assurent pas la sécurité de leur emploi, ils ne leur assurent pas la sécurité de travailler librement. Alors que si on avait un État fort qui faisait respecter les lois, que les lois soient appliquées, là, je serais la première à dire, mais oui, investissez, extériorisez-vous, défoulez-vous dans votre travail. C'est tellement enrichissant de servir les clients et la clientèle et de s'extérioriser, d'avoir un savoir-faire. Si les lois ne sont pas appliquées, aujourd'hui, c'est impossible. Mais si on travaille et que tout le monde s'y met pour dire, voilà, il y a des fraudes, on fait condamner toutes ces fraudes, que ces fraudes soient réinvesties, là, on peut dire que le commerce indépendant a de l'avenir parce qu'on est quand même un des créateurs des emplois quand même en France. Excusez-moi, je bafouille, mais on est quand même un des principaux créateurs d'emplois, les commerçants et les artisans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les nouvelles générations, lorsqu'on voit les sondages, préfèrent être soit fonctionnaires, soit salariés. Mais on ne pourra jamais être tous fonctionnaires. Voilà, avant on avait le libre choix.
Soit on allait travailler justement chez un employeur. Bon, je parle pas de l'industrie, hein, parce que l'industrie, il a été mis en place quand même la participation et tout ça, mais dans le commerce indépendant, on commençait comme apprenti, on devenait employé, on changeait d'employeur pour justement améliorer nos qualités professionnelles. Et l'échelle sociale faisait qu'on arrivait à s'installer, à être commerçant, artisan. Et si on regarde la France de ces années-là, ben, quand vous vous promeniez dans les centres-villes ou autres, tout le monde était satisfait. Vous aviez l'éclairage des boutiques, ils nettoyaient les trottoirs, si vous voulez, c'était donnant-donnant. Le commerçant redonnait à son client. Ça, c'est la France de quelles années, ça? 60. Non, mais n'importe quoi. Mais j'étais apprenti en 60. Non, alors. Jusqu'en 2000, dans les années 2000 encore. Parce il faut reconnaître, alors, on a beaucoup critiqué les élus locaux, mais il faut reconnaître qu'il y a des élus qui travaillent pour justement maintenir leur centre-ville et maintenir l'animation de leurs commerçants et de leurs artisans. On ne peut pas dire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il faut pas regarder avant ou arrière, il faut regarder ce que veut un élu local. Est-ce qu'il veut une ville harmonieuse, attractive, où on a envie de la visiter, ou est-ce qu'on est dans des maires qui ne pensent qu'à l'expansionnisme de la grande distribution et qui laissent dépérir leur centre-ville? Il est là le choix. Il est là le choix. Mais on ne peut obtenir ça. Le choix a été fait. Le choix commence à être fait. Le choix commence à être fait. Comment? Il est fait vers l'expansionnisme pour vous? Il y a encore de l'expansionnisme, puisqu'on n'arrive pas, on n'arrive pas justement. Alors, grâce à votre émission, on va peut-être mettre une pierre de plus à l'édifice. On n'arrive pas à faire comprendre que ce qui arrive au centre-ville, c'est de la faute des décisions politiques. La décision politique du ministre qui ne veut pas faire appliquer la loi, la décision des commissions nationales qui ne prennent pas en compte la dégradation des centres-villes et les maires qui ne veulent pas appliquer leurs plans locaux d'urbanisme. Mais si ensemble, on arrive à demander que les gens ils veulent revivre, parce que l'emploi local, c'est quand même mieux que de prendre sa voiture et d'aller faire 40 km pour aller travailler. Il y aurait plein d'emplois locaux. On pourrait recréer l'emploi local, recréer l'animation. C'est immuable ou pas? Cette situation est immuable ou pas? Ou on peut revenir encore à quelque chose de Oui, de on normal? peut. Moi, je pense qu'on peut revenir. Alors, ça se fera pas comme avant. Ça se fera pas comme avant. Il y aura pas des rues où il y aura tant de commerces dans les rues, mais il y aura de belles rues commerçantes. Parce que le problème qui s'est produit aussi, c'est que vous avez des élus qui ont mis les activités tertiaires, c'est-à-dire les laboratoires et tout ça, ils les ont mis en plein centre-ville. Il y a des activités qui ne doivent pas être dans le centre-ville. Il y a des activités qui doivent être en périphérie. Mais si on rééquilibre un centre-ville, vous avez des maires, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vais quand même citer le maire de Béziers. Il a pris son centre-ville en main. Et à chaque fois nous, on a visité Béziers avant que ça soit repris, hein. C'était vraiment catastrophique. D'abord, il a réinvesti dans les façades. Il a demandé à ce que tous les propriétaires refassent leurs façades, déjà. Même encouragé. Les parkings, il a remis de la propreté dans les parkings parce que les parkings, ils étaient insalubres. Les gens pissaient dans les parkings. Il a remis les lumières, il a remis de la vidéosurveillance. Il a repris un manager de centre-ville, où il a recréé des noyaux de quartier. C'est-à-dire que dans un quartier, il faut qu'il y ait un boucher, un boulanger, un fleuriste ou autre. Il a recréé des noyaux et il ne rouvrait pas tant que le noyau n'était pas constitué. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant qu'il n'avait pas récupéré dans un noyau toutes les activités pour faire revenir, parce que si vous ouvrez un jour un boulanger, mais qu'il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de machin et qu'il se retrouve seul, il a su recréer ça. Après, vous avez eu l'opération animation cœur de ville,
Mais c'est pareil, vous avez des maires, ils ont les subventions d'opérations de cœur de ville et en même temps, ils redonnent des autorisations en périphérie. Donc, il n'y a pas de contrôle encore là. Donc, il faut qu'on retrouve de la probité des élus qui n'entendent plus les sirènes de la grande distribution, qui respectent leurs documents d'urbanisme et qui remettent les commerçants et les artisans dans les cœurs de ville et qui leur demandent leur avis de requérir des parkings. Parce que c'est ça, nous, on a vu des maires supprimer les places de parking sciemment, en mettant des bits, vous savez, le long des trottoirs, sans créer de parking pour que les consommateurs ne puissent plus se garer devant les commerces. Donc, si vous voulez, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Si on a la volonté politique. Merci beaucoup à vous. On a passé 1h45 vraiment passionnante, des choses que j'imagine que beaucoup ne savaient pas. 418 milliards, la fraude, la grande distribution, la complicité des élus et l'administration aux éditions Talma. C'est Novimondi, c'est ça, le site? Alors, voilà, j'arrive à bien le dire. Je voulais juste ajouter quelque chose en conclusion. En fait, si les préfets, si le ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, allait chercher les amendes, alors pas 418 milliards, ça on comprend tout à fait que c'est trop d'argent et qu'ils ne sont pas en mesure de les verser. Ils prenaient que 50 milliards déjà, c'est pas mal. Mais même que 10 ou 12, on n'aurait pas eu besoin de cette réforme des retraites qui met le pays à feu et à sang. C'est-à-dire que si simplement l'État faisait respecter les lois qui les dictent, il n'y aurait jamais eu besoin de faire cette réforme des retraites. Merci à vous. Voilà, le livre à acheté, ça prendrait énormément de choses. On a quand même oublié de préciser quand même que M. Mézard, qui était ministre des Territoires, et Mme Gouraud, ministre des Territoires, sont conseil constitutionnel et ils n'ont pas fait appliquer la loi. C'est vrai. Et M. Mézard qui a été nommé très récemment. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission passionnante. N'hésitez pas à partager à fond. Les gens doivent savoir, c'est très important. Passez tous une excellente soirée et à dimanche soir, 19h, au prochain live. Merci, au revoir. Salut. Merci beaucoup, Mike. Merci. Au revoir.